Te sens-tu piégé dans une relation où, peu importe combien tu donnes et montres d'intérêt, il semble toujours qu'il manque quelque chose? C'est ce vide inconfortable, ce nœud dans la poitrine qui surgit lorsque tu ne sais pas si tu es vraiment valorisé. Peut-être as-tu vécu des moments où ton partenaire est incroyablement affectueux et attentionné, mais quand tu t'y attends le moins, toute cette affection s'évapore, te laissant seul avec des questions. Tu te demandes, pourquoi une personne qui semble t'aimer peut-elle changer si drastiquement? Pourquoi, juste au moment où tu commences à te sentir à l'aise, l'attention et l'affection se transforment-elles en éloignement ou en indifférence? Ce type de comportement ne génère pas seulement des doutes, mais sème aussi des insécurités que tu n'avais pas auparavant. Et le pire, c'est que tu attends que cette phase douce revienne, seulement pour découvrir que le cycle se répète encore et encore. T'es-tu demandé si c'est quelque chose que tu as fait? Mais au fond, tu sais que le problème ne vient pas de toi. Pourtant, tu te trouves enchevêtré dans cette dynamique, avec la peur constante de perdre ces brefs moments d'amour et de proximité qui semblent s'échapper comme du sable entre les doigts. Mais il ne s'agit ni de toi, ni de combien tu aimes ou de combien tu fais pour garder cette personne près de toi. T'es-tu déjà demandé s'il existe un moyen de changer les règles du jeu? Imagine prendre le contrôle de cette situation, faisant en sorte que ton partenaire voit tout ce qu'il perdrait en ne t'ayant pas à ses côtés. Que cette anxiété et ces insécurités que tu ressens maintenant se renversent, faisant de l'autre personne celle qui a peur de te perdre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ce pas. Nous allons explorer comment retrouver ta sécurité, comment transformer la dynamique et comment arriver à un point où ce soit ton partenaire qui se soucie de ne pas t'avoir dans sa vie et qui ressent une véritable peur et terreur de te perdre. L'intermittence dans les relations est une dynamique émotionnellement complexe et difficile qui, malheureusement, de nombreuses personnes finissent par expérimenter sans réaliser ses effets. Mais avant de commencer, veuillez vérifier votre abonnement à cette chaîne. Cette vidéo a été réalisée avec soin et mérite votre attention. Si vous l'appréciez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. En termes simples, cette intermittence se produit lorsqu'une personne dans la relation alterne entre des périodes d'attention et d'affection et des moments de froideur ou d'indifférence, générant une sensation de montagne russe émotionnelle chez l'autre personne. Cette situation est en essence le résultat d'un schéma de renforcement intermittent, largement étudié en psychologie. Le psychologue B.F. Skinner, célèbre pour ses études sur le conditionnement opérant, a décrit le renforcement intermittent comme un processus où une récompense ou un signal positif est donné de manière sporadique, maintenant l'intérêt ou le comportement de l'autre personne. Dans le contexte d'une relation, cela signifie que les manifestations d'affection d'une personne intermittente ont un effet similaire à celui d'une récompense aléatoire, maintenant l'autre personne accrochée et illusionnée, en attente de la prochaine démonstration d'affection. Ce schéma de renforcement intermittent dans une relation peut générer une forme de dépendance émotionnelle. La personne qui reçoit cette dose occasionnelle d'affection se retrouve dans un cycle où elle attend anxieusement le prochain moment d'affection. Bien que les périodes d'indifférence puissent être plus fréquentes ou intenses, la psychologue Esther Blasquez Alvarez mentionne que ce type de dynamique fait que la personne affectée éprouve de l'anxiété, se posant sans cesse des questions sur ce qu'elle a mal fait ou si elle mérite plus d'attention, ce qui génère une grande insécurité. De plus, en vivant dans une dynamique aussi instable, de nombreuses personnes commencent à justifier ou à rationaliser l'indifférence de leur partenaire, allant même jusqu'à se blâmer elles-mêmes. Au fur et à mesure que la relation avance, le cycle d'attachement se renforce et peut même devenir une sorte de dépendance émotionnelle, où la personne se sent piégée dans cette relation ambivalente. L'intermittence affecte donc non seulement la stabilité émotionnelle, mais a aussi des implications profondes sur l'estime de soi. La psychologue Laura Barrero-Lafuente explique que ce type de dynamique peut amener la personne à croire que sa valeur dépend de la façon dont l'autre la traite. Par conséquent, lorsque l'affection est exprimée, la sensation de valeur personnelle augmente, tandis qu'en période de froideur ou d'absence, elle diminue. Ce changement dans l'autoconcept basé sur l'intermittence du partenaire est l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de rompre avec ce type de relation, car cela affecte profondément la perception de soi. De plus, l'intermittence est courante dans les relations avec des personnes narcissiques qui utilisent cette technique comme un moyen de manipulation.
Les narcissiques savent qu'une dose occasionnelle d'attention suffit à maintenir l'autre personne accrochée et alternent cela avec des moments de désintérêt, créant une dépendance émotionnelle qui les favorise. Le narcissique devient le centre de la relation, tandis que l'autre personne reste piégée dans ce cycle. La dépendance émotionnelle qui découle de l'intermittence peut entraîner un épuisement émotionnel profond. Souvent, les personnes dans ce type de relation présentent des symptômes d'anxiété, de stress et de faible estime de soi. Les moments d'affection fonctionnent comme une ancre émotionnelle, leur donnant l'espoir que la relation puisse s'améliorer ou que l'autre les aime vraiment. Cependant, la réalité est que ces moments sont calculés et font partie du cycle. Une autre question pertinente sur l'intermittence est l'impact qu'elle a sur la santé mentale à long terme. Ils ont démontré que les relations basées sur le renforcement intermittent peuvent conduire la personne à un état d'hypervigilance, où elle reste en alerte constante, attendant le prochain signe d'affection ou d'attention. Cette hypervigilance affecte sa capacité à profiter de la vie pleinement, car toute son énergie est consacrée à la relation. La psychologue Brenda Ruan-Bodmer souligne qu'il est fondamental que les personnes dans une relation intermittente parviennent à identifier ce schéma pour éviter une usure accrue. Le manque de stabilité et de sécurité émotionnelle dans la relation est l'un des principaux facteurs qui empêchent les personnes de mener une vie émotionnelle saine et équilibrée. Ruan met également en avant l'importance d'établir des limites et de travailler sur l'estime de soi pour contrebalancer les effets négatifs de ces relations. Pour ceux qui se trouvent piégés dans une relation de ce type, il peut être difficile de prendre la décision de rompre le cycle. L'intermittence crée l'illusion que l'amour est quelque chose qui doit être mérité, ce qui fait que de nombreuses personnes sentent qu'elles doivent s'efforcer davantage, qu'elles doivent faire plus pour obtenir cette attention. Cependant, il est important de reconnaître qu'une relation saine ne nécessite pas ces efforts constants ni cette instabilité émotionnelle. Certains psychologues ont comparé cette situation à une forme d'abus émotionnel. Bien que l'intermittence ne soit pas toujours intentionnelle, l'effet qu'elle produit est tout aussi nuisible. La personne affectée peut en venir à se sentir piégée, avec une estime de soi détériorée, incapable de comprendre pourquoi la relation ne coule pas naturellement. Et le problème ne réside pas en elle, mais dans la dynamique qui s'est créée. L'une des clés pour sortir de cette situation est de reconnaître le problème. Les personnes doivent apprendre à identifier quand elles sont dans une relation intermittente et comprendre que l'amour et l'affection ne doivent pas être soumis à des conditions ou à des changements aussi extrêmes. Une relation basée sur le renforcement intermittent n'est pas saine et, à long terme, n'apporte que de la souffrance. Un exemple quotidien de cette dynamique est lorsqu'un couple passe un week-end rempli d'affection et d'attention, mais le lendemain, l'un des membres se montre distant ou irritable, sans raison apparente. La personne affectée, au lieu de confronter ce changement de comportement, peut le justifier en pensant que son partenaire est stressé par le travail ou qu'il a simplement besoin d'espace. Ce type de rationalisation est une forme de restructuration de la réalité, où les faits sont réinterprétés pour éviter de faire face à la possibilité d'un problème plus profond dans la relation. Le déni est un autre mécanisme de défense courant dans ces situations. Par exemple, si une personne subit des accès de colère de son partenaire suivis de périodes d'affection, elle peut minimiser la gravité de ces crises en disant des choses comme « il ou elle avait juste une mauvaise journée » ou « il ou elle ne le disait pas sérieusement ». En niant la réalité des comportements négatifs, la personne évite de confronter la possibilité que la relation soit nuisible. Ce cycle d'intermittence et d'utilisation de mécanismes de défense peut mener à une forme de dépendance émotionnelle, similaire au syndrome de Stockholm, où la personne développe un attachement envers celui qui la maltraite. L'alternance entre affection et maltraitance crée une dynamique dans laquelle la victime s'accroche aux moments positifs et justifie ou minimise les négatifs, perpétuant ainsi la relation toxique. L'intermittence dans les relations repose sur un cycle qui tend à bénéficier de la réponse émotionnelle et psychologique qu'elle génère chez le partenaire affecté. D'un point de vue psychologique, cette dynamique renforce certains schémas de comportement qui maintiennent le contrôle et la dépendance. Les experts en psychologie, comme Otto Ries, suggèrent que le pouvoir dans une relation est souvent exercé par celui qui investit le moins émotionnellement. Ce jeu d'intermittence renforce cet investissement inégal,
où celui qui alterne entre affection et rejet génère une dépendance émotionnelle chez l'autre personne, tandis que lui ou elle conserve le contrôle. Freud mentionne que les êtres humains ont tendance à rechercher la satisfaction même dans des relations qui ne sont pas optimales. Lorsque quelqu'un agit de manière intermittente dans une relation, un cycle de gratification et de frustration s'établit, créant un attachement émotionnel chez le partenaire. Freud souligne que les désirs inconscients motivent souvent ce comportement, surtout chez ceux qui craignent la vulnérabilité ou l'intimité totale. En maintenant leur partenaire dans un état d'attente constant, la personne intermittente évite l'engagement émotionnel complet et maintient une barrière psychologique qui lui offre un sentiment de contrôle et de sécurité. Aujourd'hui, je parlerai de l'ombre, un aspect de la personnalité qui n'est pas toujours conscient. Ceux qui exercent l'intermittence peuvent percevoir ce comportement comme une manifestation de leur ombre, où se mêlent désir de proximité et peur de l'intimité. Dans sa théorie, Jung établit que l'ombre contient ces aspects de nous-mêmes que nous évitons de voir, comme la peur de la vulnérabilité ou le besoin de pouvoir. Dans ce sens, une personne qui utilise l'intermittence dans une relation pourrait projeter des insécurités profondes et un besoin inconscient de valider son pouvoir et son contrôle sur l'autre. Ce cycle de comportement intermittent crée également un état de sécurité et de confort pour celui qui les exerce, car il sent que son partenaire est piégé dans la relation. En termes de Walter Rizzo, de nombreuses personnes qui exercent ce contrôle intermittent trouvent refuge dans la relation, car celle-ci leur permet d'être qui ils sont sans changer, puisque l'autre semble disposé à supporter un traitement incohérent. Cette idée est renforcée par le fait qu'en alternant entre un traitement affectueux et distant, le partenaire établit une zone de sécurité où il peut évoluer librement. L'utilisation de l'intermittence dans les relations peut également être expliquée à partir du modèle d'attachement de John Bowlby. Selon Bowlby, ceux qui présentent un style d'attachement évitant ont tendance à craindre la proximité et à résister à la dépendance émotionnelle. Ainsi, en exerçant l'intermittence, ils maintiennent leur partenaire à une certaine distance, ce qui leur permet d'éviter l'engagement total sans s'éloigner complètement. En adoptant un traitement fluctuant, l'individu ne crée pas seulement de la dépendance chez son partenaire, mais évite également le risque d'une relation plus engagée. Walter Rizzo souligne que de nombreuses personnes dans des relations intermittentes apprécient le statu quo, car elles n'ont pas à faire face à l'inconfort d'affronter leurs propres peurs ou limitations émotionnelles. Ce schéma leur permet de maintenir une barrière qu'ils ne franchissent pas, tout en profitant des bénéfices émotionnels et physiques de la relation. Le concept de routine dans la relation devient également un refuge, car la personne sent qu'elle peut agir de manière incohérente sans craindre de grandes conséquences. Selon la théorie de Freud sur la compulsion à la répétition, l'individu qui exerce l'intermittence pourrait être en train de répéter des schémas de relations passées où l'incohérence était une constante. Freud croyait que les êtres humains, de manière inconsciente, ont tendance à rechercher des relations qui reproduisent leurs expériences passées. Ainsi, celui qui exerce l'intermittence peut être piégé dans un cycle de comportement appris, dans lequel il blesse et est satisfait par son partenaire d'une manière qui renforce son propre sentiment de contrôle et de stabilité. Erich Fromm apporte également une vision intéressante sur la dynamique du pouvoir dans les relations. Fromm disait que de nombreuses personnes cherchent à dominer ou contrôler les autres pour combler un vide émotionnel personnel. Ainsi, le cycle d'intermittence crée un scénario dans lequel la personne peut satisfaire ce besoin sans faire face à ses propres peurs. Fromm suggérait que ce type de contrôle est une manifestation d'insécurité profonde et de l'incapacité à aimer pleinement, puisque l'amour réel implique sacrifice et vulnérabilité. La psychologie comportementale explique également l'intermittence comme une forme de conditionnement. Le partenaire est entraîné à recevoir de temps à autre de l'affection, ce qui génère une dépendance émotionnelle dans laquelle les deux s'adaptent à un cycle de prévisibilité et d'acceptation. L'alternance entre le traitement affectueux et distant maintient l'autre personne dans un état d'alerte émotionnelle qui favorise la dépendance. Ainsi, la personne qui exerce l'intermittence sent que son partenaire ne s'éloignera pas, car le lien a été conditionné pour accepter cette dynamique comme normale. La dynamique peut également se transformer en un cycle de tromperie, où la personne intermittente se convainc elle-même
que cette alternance d'affection et de froideur est une manière de maintenir la relation vivante. Dans cette perspective, ceux qui agissent de manière intermittente en viennent à justifier leurs actions comme faisant partie d'un comportement naturel ou authentique. Carl Rogers, l'un des pères de la psychologie humaniste, mentionnait que l'autotromperie est un mécanisme qui aide la personne à éviter la responsabilité émotionnelle. Rogers croyait que de nombreuses personnes évitent l'autoréflexion, préférant blâmer ou justifier leur comportement plutôt que d'examiner leur impact sur les autres. De plus, la zone de confort créée par l'intermittence permet à la personne d'expérimenter le pouvoir sur son partenaire. Savoir que ses actions ne provoqueront pas une rupture immédiate lui confère un sentiment d'impunité émotionnelle. On sent qu'on peut blesser sans conséquences réelles. Ce type de comportement s'observe chez des personnes qui, comme le mentionne Rizzo, ont été renforcées dans cette croyance par des expériences passées où leurs partenaires sont restés à leur côté malgré un traitement inconsistant. Piaget pourrait arguer que ce comportement se développe comme une sorte de schéma relationnel, un modèle d'interaction que la personne a intériorisé et dans lequel elle trouve sécurité. Les schémas, selon Piaget, sont des cadres mentaux qui nous aident à traiter l'information et à interagir avec le monde. Ainsi, ceux qui agissent de manière intermittente ont construit un schéma relationnel dans lequel l'amour n'est pas constant, mais un mélange d'attachement et de distanciation. Ce statu quo dans la relation intermittente crée une situation de confort où la personne se sent intouchable, ayant prouvé maintes fois que son partenaire ne l'abandonne pas, même lorsqu'elle le traite de manière ambivalente. D'un point de vue de la psychologie cognitive, cela renforce un biais de confirmation. Chaque fois que son partenaire reste à ses côtés, cela confirme sa croyance que ses actions n'auront pas de conséquences, ce qui renforce le cycle d'intermittence et de dépendance. Au fond, cette dynamique intermittente crée une relation de pouvoir où l'un domine émotionnellement et l'autre est dominé. Si tu as déjà ressenti que tu donnes plus que tu ne reçois dans une relation, sache que c'est l'un des signes les plus clairs que tu pourrais entrer dans une dynamique d'intermittence. Comme le dit Walter Rizzo, lorsque l'on investit davantage émotionnellement, on devient également plus vulnérable à la douleur et à la dépendance. Imagine que ta relation est une balance. Plus tu mets de ton côté, plus tu attends que ton partenaire fasse de même, n'est-ce pas? Cependant, lorsque l'autre personne n'équilibre pas l'investissement, le poids de la relation repose sur toi, te laissant piéger dans un effort constant pour soutenir quelque chose qui semble s'effondrer. Si tu investis trop sans recevoir la même chose en retour, tu risques d'entrer dans une sorte de spirale émotionnelle. Les bons moments, bien que rares, fonctionnent comme une récompense intermittente qui te garde accroché. Au lieu de remettre en question le manque de réciprocité, tu te concentres sur ces moments heureux, pensant que si tu donnes un peu plus, ces moments pourraient se multiplier. C'est ici que l'intermittence devient un piège. À mesure que tu augmentes ton investissement, espérant recevoir plus d'affection ou d'engagement, ces moments de bonheur deviennent encore plus rares. Cette situation est non seulement émotionnellement épuisante, mais aussi frustrante. Pendant que tu essaies de renforcer le lien, ton partenaire s'habitue à recevoir sans répondre. C'est comme si tu étais le seul à maintenir la relation, tandis que l'autre personne en bénéficie sans effort. Au lieu d'équilibrer l'investissement, le déséquilibre s'aggrave, te poussant à donner de plus en plus pour obtenir de moins en moins. Alors, tu te demandes, pourquoi les bons moments diminuent-ils quand tu fais tout pour maintenir la relation? La réponse se trouve dans la dynamique même de l'intermittence. Ces beaux moments, ces éclairs de bonheur que tu valorises tant, sont dosés de manière à te maintenir dans l'attente, comme un hameçon émotionnel. Ton partenaire sait qu'un petit geste d'affection suffit pour que tu continues à investir, même s'il ne met pas du sien. Il est important que tu comprennes que ce type de relation fonctionne presque comme une arnaque émotionnelle. La personne qui reçoit sans donner se trouve dans une position confortable et sûre, sachant qu'elle n'a pas besoin d'investir davantage parce que tu es prêt à tout faire. Plus tu donnes, plus tu t'éloignes de tes propres besoins et désirs, oubliant qu'une relation saine nécessite réciprocité et effort mutuel. Si tu te trouves dans une telle situation, tu peux constater que les moments heureux deviennent plus rares et que les périodes de frustration ou de tristesse deviennent plus fréquentes. Au lieu de te sentir valorisé, tu commences à te poser des questions, à te demander si tu fais quelque chose de mal,
si tu devrais en faire plus. Cette autocritique est précisément ce qui te maintient piégé dans la relation d'intermittence, car au lieu de voir le manque d'effort de ton partenaire, tu penses que le problème vient de toi. En réalité, le problème réside dans le manque de réciprocité. Personne ne devrait avoir à se battre seul pour maintenir une relation. Une relation où tu es celui qui s'efforce et donne constamment est une relation déséquilibrée, où l'autre profite simplement des avantages sans s'engager. Le piège est que quand tu es piégé dans cette dynamique, il t'est difficile de voir les choses clairement. Tu continues d'investir et d'attendre, pensant qu'avec le temps, l'autre personne changera. Walter Rizzo l'explique clairement. Celui qui investit le plus dans la relation est celui qui souffre le plus. Au lieu de recevoir une récompense juste pour tes efforts, tu obtiens une relation où l'affection et les sentiments se transforment en monnaie d'échange que l'autre personne utilise à sa convenance. Pendant que tu donnes de plus en plus, l'autre s'habitue à recevoir sans avoir à rendre l'appareil, profitant de ta disposition et de ton engagement. C'est une situation dangereuse car cela peut te faire croire que tu dois faire encore plus pour que ta partenaire te valorise. Cependant, plus tu fais d'efforts, plus l'idée s'installe que tu seras là, quoi qu'il arrive. Ta partenaire sait qu'un geste minime de sa part suffit à te maintenir engagé, et ainsi se crée le cycle de la dépendance, où tu es celui qui cède constamment, tandis que l'autre ne prend que. Lorsque l'affection est dosée, chaque bon moment devient une sorte de renforcement qui garantit que tu resteras dans la relation. C'est comme une petite récompense qui te donne de l'espoir et te fait croire que si tu continues à te battre, ces moments seront plus fréquents. Pourtant, plus tu investis, moins tu recevras. Cette dynamique garantit que celui qui investit le moins aura toujours le contrôle, tandis que tu te trouves piégé dans une quête constante d'affection. Tu dois te rappeler qu'une relation ne devrait pas être une course où seul un partenaire se bat. Si tu es dans une situation où tu dois constamment faire des sacrifices sans recevoir en retour, il est probable que tu sois dans une relation d'intermittence ou en voie d'en établir une. Ce manque d'équilibre émotionnel n'est pas seulement injuste, il est aussi épuisant et peut gravement nuire à ton estime de soi. La réalité est qu'aucune relation saine ne se construit de cette manière. Plus tu donnes sans recevoir, plus tu es bloqué dans un cycle qui ne profite qu'à l'autre personne. En comprenant cela, tu peux prendre conscience et commencer à revaloriser ton propre bien-être. L'amour ne consiste pas à donner jusqu'à se sentir vide, mais à partager de manière équitable, où les deux partenaires se sentent valorisés et appréciés. Accepter que tu sois dans une relation déséquilibrée est difficile, mais c'est le premier pas pour rompre avec le cycle d'intermittence. Ne laisse pas l'espoir d'un avenir meilleur te faire perdre le présent. Si ton partenaire n'investit pas autant que toi, il est temps de te demander si cela vaut vraiment la peine de continuer. L'affection, le respect et l'engagement sont les fondements d'une relation solide, et sans eux, tout effort est vain. Si tu sens que tu investis trop dans ta relation et que tes efforts ne sont pas réciproques, il est temps de changer la dynamique en appliquant l'idée que moins c'est égal à plus. Autrement dit, au lieu de continuer à donner sans cesse, tu dois commencer à réduire l'énergie et le temps que tu consacres à cette personne. Cette approche te permet non seulement de préserver ton bien-être émotionnel, mais elle met également la relation à l'épreuve. S'il existe vraiment un intérêt réciproque, cette personne remarquera ton absence et ressentira le besoin de répondre pour rétablir l'équilibre. Peut-être te demandes-tu, que se passe-t-il si j'arrête d'investir et qu'elle ne fait rien pour s'approcher ou m'appeler? C'est une préoccupation valable et il est naturel de craindre de perdre la connexion. Cependant, il est également important de se rappeler qu'une relation saine ne devrait pas dépendre uniquement de ton effort constant. Si en réduisant ton rythme d'investissement, l'autre personne ne répond pas ou n'essaie pas de compenser, c'est un signe clair que l'intérêt pourrait ne pas être mutuel. En effet, en appliquant cette stratégie, tu protèges non seulement tes émotions, mais tu obtiens aussi une opportunité précieuse d'évaluer si tu as vraiment une relation équitable ou si tu es le seul à porter le poids. Lorsque tu réduis ton investissement émotionnel, tu permets à l'autre personne de ressentir le poids de ton absence. Le manque de contact, de gestes et d'attention de ta part crée un vide qui sera perceptible, et dans une relation d'intermittence, cela a un effet puissant. L'autre personne commence à réaliser ce qu'elle risque de perdre, et si elle valorise vraiment la relation, elle ressentira ce manque et agira en conséquence.
Cette peur de te perdre est ce qui peut amener l'autre à changer de comportement, te montrant ainsi si elle est capable de répondre à tes efforts de manière juste et équilibrée. La technique de moins c'est égal à plus te donne l'avantage de mettre les choses en perspective. Au lieu de forcer la relation, tu évalues si la connexion est vraiment solide. Si tes actions ont toujours été celles qui soutiennent la relation et que tu n'as jamais laissé d'espace à l'autre pour qu'elle s'engage, alors tu ne sauras jamais vraiment quel est son engagement envers toi. En réduisant ton investissement, tu peux observer s'il y a un changement dans son comportement et si elle est prête à maintenir le lien avec le même effort que tu avais mis. Un autre avantage d'investir moins est que tu réduis l'usure émotionnelle. Lorsque tu mets constamment toute ton énergie dans quelqu'un qui ne fait pas de même, tu finis par t'épuiser et te remplir de frustration. En prenant du recul et en arrêtant de tant investir, tu diminues cette fatigue et laisses la place à l'équilibre émotionnel de revenir à toi. Ce processus t'aide à maintenir une relation depuis une position de respect. Au lieu de chercher constamment la validation ou l'affection d'une autre personne, il est important de souligner qu'en appliquant cette stratégie, tu ne joues pas à un jeu de pouvoir ni ne cherches à manipuler. Ce que tu fais vraiment, c'est te donner toi-même la valeur que tu mérites et donner à la relation l'opportunité d'évoluer vers un espace où les deux s'efforcent de manière juste. En établissant des limites sur combien tu es prêt à investir sans réciprocité, tu envoies le message que tu valorises ton temps, ton énergie et tes émotions. C'est ici que le véritable changement dans la dynamique intervient. En réduisant ton investissement, tu investis aussi dans ton propre bien-être. La relation ne dépend plus d'un seul côté, et maintenant, c'est l'autre personne qui doit évaluer combien elle veut vraiment maintenir le lien. Ce processus est naturel et ne devrait pas être forcé. Dans une relation de couple, les deux doivent être prêts à se battre et à construire ensemble. Si tu es toujours celui qui fait le travail, tu ne verras jamais le véritable engagement de l'autre personne. Arrêter d'investir autant n'est pas un risque, mais une opportunité de voir si cette personne désire vraiment le même type de relation que toi. Il se peut qu'en remarquant ta distance, l'autre personne prenne conscience de l'importance que tu as et commence à fournir le même effort. C'est ce qu'on appelle équilibrer l'investissement émotionnel, cesser de donner sans recevoir et attendre que l'autre personne prenne l'initiative. Et si elle ressent vraiment la peur de te perdre, elle le prouvera par des actes. D'un autre côté, si après avoir réduit ton investissement, tu remarques que l'autre personne reste indifférente ou ne fait aucun pas vers toi, alors la réponse est claire. Tu as pris une décision qui t'aidera à éviter de plus grandes déceptions à l'avenir. L'absence de réponse confirme que peut-être toi seul faisais l'effort et que la relation n'avait pas un véritable intérêt réciproque. Ce processus n'est pas facile, car nous avons l'habitude de donner et de chercher l'affection de l'autre. Cependant, arrêter d'investir de manière excessive est un acte d'amour-propre. Tu ne t'éloignes pas par manque d'intérêt, mais pour te donner le respect que tu mérites. Tu te protèges d'une relation qui n'apporte que de l'épuisement et un manque de réciprocité. Dans ce sens, moins est vraiment égal à plus. Moins d'investissement sans réciprocité signifie plus d'espace pour prendre soin de ton bien-être à long terme. Adopter cette mentalité t'aide à établir des relations saines et équilibrées. Si une personne n'est pas capable de répondre à ton absence, ni ne montre d'intérêt quand tu n'investis pas à 100%, alors ce n'est pas quelqu'un qui peut soutenir une relation juste. Tu ne devrais pas te contenter de moments d'affection intermittents. Tu mérites une relation où les deux sont engagés de manière égale. Ce processus te permet également de voir avec clarté la valeur que tu as et la capacité que tu as de maintenir ta dignité dans une relation. Tu n'es pas quelqu'un qui doit dépenser toute son énergie pour recevoir des miettes d'affection. En réduisant l'investissement, tu envoies le message que tu es conscient de ta valeur et que tu mérites une relation dans laquelle les deux sont présents. En résumé, moins est égal à plus. Non pas parce que tu donnes moins à la relation, mais parce qu'en donnant moins sans réciprocité, tu te donnes plus à toi-même. Avant d'expliquer comment tu peux appliquer cette stratégie dans ta vie, je veux te raconter une histoire. Parfois, les concepts théoriques ont besoin d'une touche de réalité pour que nous puissions vraiment voir leur impact. Alors écoute bien, car je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui a découvert que donner moins n'est pas seulement une stratégie, mais une façon de se valoriser. Cette histoire montre comment, avec un petit changement de perspective,
quelqu'un peut amener la personne qui semblait sûre de tout à ressentir véritablement la peur de la perdre. Cet après-midi d'avril, Elisa se sentait pleine d'illusions en descendant du bus dans une petite et tranquille rue du vieux quartier. Le temps était parfait. Le soleil baignait la ville d'une chaleur qui contrastait avec la légère fraîcheur du vent qui passait entre les arbres. Elle portait une veste en jean bleu et une écharpe de couleur gris doux. Ses bottes résonnaient contre les pavés de la rue, tandis qu'elle avançait vers le café où ils avaient convenu de se retrouver. « Nous allons parler de nous », lui avait dit Daniel dans un message la veille au soir, et ces mots avaient tourné dans son esprit toute la matinée. En arrivant, elle le vit. L'attendant à une des tables de la terrasse, avec une tasse de café à la main et un regard qui semblait errer entre ses pensées, Daniel était un homme de gestes soigneux, toujours avec un sourire mystérieux. Mais cet après-midi-là, ses yeux n'avaient pas l'éclat des autres fois. Elisa sentit un nœud dans l'estomac et, sans le vouloir, commença à faire des suppositions. « Salut », dit Elisa, en essayant de sonner naturellement tout en prenant place devant lui. « Salut, Ellie, comment ça va ?» répondit-il, évitant son regard et prenant une autre gorgée de café. Un silence gênant s'empara d'eux. Il était habituellement affectueux et blagueur, mais aujourd'hui il semblait différent, comme s'il portait une barrière invisible. « Je voulais juste savoir comment tu allais, » dit-elle, essayant de combler le vide des mots. Daniel soupira, détournant le regard vers l'horizon. « C'est compliqué, Elisa. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes dans des endroits différents. Je ne veux pas que tu penses mal, mais j'ai besoin de mon espace. Tu sais, c'est important pour moi. » Elisa ressentit comme une petite douleur lui traverser la poitrine. Elle essaya de se montrer compréhensive, mais son esprit était rempli de questions. Qu'avait-elle mal fait? Pourquoi s'éloignait-il alors que quelques jours auparavant, il lui avait dit qu'il lui manquait? « Bien sûr, je comprends. Si tu as besoin de temps, dit-elle, avec un léger tremblement dans la voix qu'elle essayait de cacher. « Merci, Ellie. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi, n'est-ce pas ?» répondit-il en cherchant sa main sur la table. La confusion et le soulagement se mêlaient dans ses émotions. Ces mots étaient un soulagement momentané, une étincelle qui éteignait l'incertitude. Mais alors il disparaissait à nouveau. Des jours passaient sans qu'il réponde à ses messages ou demande comment elle allait. Cependant, juste quand elle commençait à s'habituer à l'absence, il revenait avec une dose d'affection, un message inattendu, une invitation à dîner. Cela se passait toujours ainsi, un jeu de proximité et de distance. Une nuit, alors qu'Elisa était dans sa chambre à lire, son téléphone sonna. C'était un message de Daniel. « Je te manque. Puis-je passer te voir ?» Un sourire involontaire se dessina sur son visage et, sans hésiter, elle répondit par l'affirmative. Les minutes lui semblèrent éternelles. Et quand il arriva, elle avait presque oublié à quel point la dernière conversation était gênante. Ils s'enlacèrent fortement et, pendant un moment, elle sentit que tout allait bien. « Tu es incroyable, Ellie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » murmura-t-il en la regardant dans les yeux. Ce moment de tendresse était tout ce dont elle avait besoin pour mettre de côté ses doutes, mais comme toujours, les bons jours étaient éphémères. Une semaine plus tard, la distance entre eux s'ouvrait à nouveau. Chaque fois qu'elle essayait de lui parler ou de l'appeler, ses réponses étaient courtes et évasives. Elisa essayait de ne pas insister, de se montrer détendue, même si elle sentait l'anxiété s'emparer d'elle. « Tout va bien, Daniel ?» lui demandait-elle en essayant de ne pas sembler inquiète. « Oui, je suis juste très occupée ces derniers temps. »« Ne t'inquiète pas pour moi, » répondait-il, sans beaucoup d'enthousiasme. Alors elle se disait à elle-même qu'elle devait être patiente. Ce n'était qu'une phase, pensait-elle, mais la phase ne semblait jamais se terminer. Chaque message non répondu, chaque rendez-vous annulé, était une pierre de plus dans son cœur. Parfois, elle se confiait à son amie Clara. « Je ne comprends pas, Clara. Parfois, il semble qu'il m'aime, qu'il ne peut pas se passer de moi. Et puis, il s'éloigne comme si je n'existais pas, » confia Elisa un après-midi alors qu'elles marchaient ensemble. « Elisa, je pense que tu devrais prendre de la distance. Tu ne te rends pas compte qu'il t'épuise ?» lui répondit Clara avec un regard compréhensif. Mais Elisa ne pouvait se défaire de l'illusion. Elle sentait que si elle réussissait à le comprendre, si elle attendait suffisamment longtemps, tout s'arrangerait. C'est pourquoi,
Quand Daniel revenait avec son charme et ses mots doux, elle oubliait tout. Elle se disait que l'amour exigeait patience et sacrifice. Un après-midi d'automne, Daniel l'emmena dans un parc. Le ciel était couvert de nuages gris et l'air sentait la terre humide pendant qu'il se promenait. Il lui prit la main et lui dit combien elle comptait pour lui. Elisa sentit que tous ses efforts en avaient valu la peine. Chaque fois qu'il revenait, il lui promettait qu'il ne s'éloignerait plus. « Promets-tu que nous allons bien ?» demanda-t-elle, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Bien sûr, Ellie. J'ai juste besoin de temps pour régler certaines choses. Mais tu sais que tu es très importante pour moi, » lui répondit-il avec un sourire qui semblait sincère. Elle voulait croire ses mots. Cependant, la réalité revenait toujours avec la même dureté. Après cet après-midi, il disparut encore une fois. Des jours, des semaines passèrent, et les appels restèrent sans réponse. Chaque message qu'elle envoyait restait sans réponse. La tristesse et la frustration se mêlaient en elle. Mais juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, il revenait. « Excuse-moi, j'étais occupé avec le travail. Tu me manques, Ellie, » disait-il, et elle, comme toujours, l'acceptait de nouveau. Lors de leur rencontre, il était attentionné et affectueux, et ces moments lui faisaient oublier les fois où elle s'était sentie seule. Il lui offrait des fleurs, l'emmenait dîner, lui faisait sentir qu'elle était spéciale. Mais après quelques jours, il disparaissait à nouveau, la laissant une fois de plus dans l'incertitude. « Pourquoi fais-tu ça, Daniel ?» demanda-t-elle une nuit d'une voix tremblante. « Ce n'est pas à cause de toi, Ellie. Tu sais que j'ai beaucoup de choses en tête, » répondit-il, esquivant le sujet. C'était un cycle qui semblait sans fin. Chaque fois qu'il apparaissait, elle avait l'impression que tout allait changer, qu'enfin il pourrait être heureux, sans condition. Cependant, lorsque la distance revenait, elle sentait qu'elle tombait dans un vide. Malgré tout, elle ne pouvait pas l'éviter. Elisa se souvenait toujours de cette nuit où Daniel s'était assis à la table avec ses parents. C'était un dîner chaleureux. La maison était éclairée par une douce lumière jaune et l'arôme de la nourriture maison remplissait l'air. Daniel se montrait charmant, sincèrement intéressé à les connaître, et avec chaque mot, il semblait consolider encore plus son engagement envers Elisa. Ses parents échangeaient des regards d'approbation pendant qu'il parlait de ses projets d'avenir, mentionnant à quel point il voulait de la stabilité et qu'il cherchait une relation dans laquelle il pourrait grandir et fonder une famille. « C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit-il en levant un verre de vin. « Depuis que j'ai connu Elisa, j'ai su qu'elle était spéciale, quelqu'un avec qui je voulais quelque chose de sérieux. » Elisa écoutait ces mots, ressentant un mélange de fierté et d'espoir. C'était l'homme dont elle avait toujours rêvé, et ce geste de s'impliquer avec sa famille lui donnait la sécurité de savoir qu'enfin, après tant de moments incertains, il était prêt à bien faire les choses. En se disant au revoir, Daniel s'adressa à sa mère avec un sourire chaleureux et la remercia de l'avoir invitée cette nuit-là. Elisa ne put s'empêcher d'imaginer leur avenir ensemble, son mariage, leur vie partagée. Tout semblait si parfait, si réel. Cependant, quelques semaines plus tard, lorsque la réalité s'imposa, les choses revinrent à changer. Juste au moment où elle croyait que tout allait bien, Daniel s'éloigna à nouveau, se montrant évasif dans les messages et distant dans les conversations. Elle essayait de ne pas trop penser à sa froideur, se justifiant par le stress au travail. Mais à mesure que les jours passaient, ce vide dans sa poitrine devenait de plus en plus évident. Un mois plus tard, Daniel la surprit à nouveau. C'était l'anniversaire de sa nièce, et il insista pour l'accompagner à la célébration. Elisa était excitée, elle sentait qu'il s'impliquait vraiment dans sa vie. Pendant la fête, Daniel se montra affectueux et attentif avec la petite fille, la faisant rire et lui montrant des tours de magie avec des cartes qu'il avait dans sa poche. C'était incroyable de le voir ainsi, si proche de sa famille, la faisant croire en chaque promesse implicite de ce geste. « Tu as une nièce charmante, Ellie. J'adorerais la voir grandir à tes côtés, » lui dit-il pendant qu'ils observèrent la petite jouer avec ses amis. « Vraiment ?» demanda-t-elle, le cœur battant vite, espérant que cette déclaration était sincère. « Bien sûr, je n'ai aucun doute que je veux construire quelque chose de durable avec toi, » confia-t-il en la regardant dans les yeux. La chaleur de cet après-midi l'accompagna pendant plusieurs jours. Elisa sentait que cette fois tout serait différent, qu'enfin, elle pourrait avoir la stabilité qu'elle désirait tant.
Cependant, peu après, l'intermittence frappa à nouveau. Ils avaient prévu de dîner dans leur restaurant préféré une nuit. Elle arriva à l'heure. Elle s'est assise et a attendu, regardant passer les minutes sur l'horloge tout en vérifiant son téléphone, mais il n'y avait aucun message. Le temps avançait et Elisa commençait à s'inquiéter. Elle a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais tous les appels furent vains. Une sensation de vide et de déception s'est emparée d'elle, et après avoir attendu 1 heure sans réponse, elle a décidé de partir. Elle est rentrée chez elle, sentant que le sol s'effondrait sous ses pieds. Chaque pas lui semblait une épreuve de sa vulnérabilité, de la façon dont elle avait placé tout son espoir en quelqu'un qui, à ce moment-là, ne se préoccupait même pas de lui envoyer des excuses. Le lendemain, lorsqu'elle a enfin réussi à le joindre, Daniel a répondu avec indifférence « Désolé, Ellie, j'ai oublié. J'étais fatigué et j'ai préféré rester chez moi », a-t-il dit d'un ton qui dénotait un zéro intérêt pour ce qu'elle avait ressenti. Cette réponse l'a laissé glacée. Comment pouvait-il être si insensible après avoir montré tant de signes de vouloir quelque chose de sérieux? Elisa a ressenti un mélange de colère, de tristesse et de confusion. Chaque fois qu'il se montrait affectueux, il parvenait à lui faire croire en lui, à baisser ses barrières et à lui donner une autre chance. Mais dès qu'elle le faisait, il revenait à la décevoir, la laissant avec le cœur brisé et l'estime de soi meurtrie. Avec le temps, ce cycle est devenu plus intense et confus. Chaque fois que Daniel s'éloignait, Elisa ressentait une anxiété constante, attendant qu'il lui redonne une miette d'attention. Elle savait que ce n'était pas sain, mais elle se sentait piégée, comme si la dépendance émotionnelle qu'elle avait développée la poussait à attendre toujours quelque chose de lui, même si cette attente était douloureuse. Finalement, un jour, après l'une de ses habituelles disparitions, Elisa a décidé de chercher de l'aide. Elle savait que peu importe à quel point elle aimait Daniel, cette relation ne la rendait pas heureuse. La thérapeute qu'elle a rencontrée était une femme d'âge moyen, au visage aimable, qui l'a écoutée attentivement sans la juger. Lors de cette première séance, Elisa a ressenti un immense soulagement en parlant de tout ce qu'elle avait vécu, de la manière dont chaque fois qu'elle pensait pouvoir lui faire confiance, Daniel la blessait à nouveau. Ce cycle d'approche et de distance constante épuise tes émotions, lui a expliqué la thérapeute d'une voix calme. Il ne s'agit pas de combien tu l'aimes, mais de combien tu es prête à supporter. Ces mots se sont gravés dans son esprit. La thérapeute l'a aidé à comprendre que les comportements de Daniel étaient une forme de contrôle, la maintenant piégée dans la relation sans jamais lui donner de véritable sécurité. Elle a commencé à prendre conscience de l'impact que ce schéma d'intermittence avait sur elle et de la façon dont, en réalité, elle avait le pouvoir de décider combien elle voulait investir. À partir de ce jour, Elisa a commencé à observer la relation sous un autre angle. Chaque fois qu'il s'éloignait, au lieu de chercher désespérément son approbation, elle essayait de se souvenir de ce qu'elle avait appris en thérapie. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle était déterminée à changer sa perspective, à poser des limites et à ne pas laisser Daniel continuer à jouer avec ses émotions. Des semaines passèrent où Elisa resta ferme dans sa décision de prendre de la distance. Sa thérapeute lui avait conseillé d'appliquer le concept de moins c'est égal à plus. Et bien que cela lui ait d'abord semblé difficile, elle commença bientôt à remarquer des changements. Elle décida qu'elle ne patienterait plus constamment pour ses messages, ni ne vivrait en fonction de sa présence ou non. À chaque tentative de contact de Daniel, elle répondait calmement, sans l'urgence d'autrefois. Sa vie commençait à retrouver sa stabilité. Son monde ne tournait plus uniquement autour de lui. Chaque fois qu'elle ressentait la tentation de l'appeler ou de lui envoyer un message, elle se rappelait de la douleur qu'il lui avait souvent causée et se répétait que maintenant, les choses seraient différentes. 3 mois plus tard, Daniel arriva à sa porte sans prévenir. Son visage n'était pas celui d'avant. Cette expression sûre et désinvolte avait été remplacée par un geste d'incertitude, comme si le Daniel qu'elle avait connu s'était effondré en morceaux. « Elisa, j'ai besoin de te parler », dit-il d'une voix chargée d'une vulnérabilité qu'il ne lui avait jamais montrée. Elisa le regarda en silence pendant quelques instants. Son cœur lui demandait d'ouvrir la porte et de laisser entrer cet homme qui avait fait partie de sa vie, mais son esprit lui rappelait qu'elle avait passé beaucoup de temps à se reconstruire après lui. Finalement,
Elle fit un pas sur le côté et le laissa entrer. « Dis-moi, que dois-je savoir ?» demanda-t-elle avec un calme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Il baissa les yeux et soupira profondément. « Cela fait 3 mois pendant lesquels je me suis rendu compte de combien tu comptes pour moi. » La vérité est qu'il fit une pause, comme si les mots lui pesaient dans la gorge. Je n'ai jamais été aussi loin d'une personne et, en même temps, je n'ai jamais ressenti autant de peur de perdre quelqu'un. Elisa l'écoutait sans se laisser emporter par les émotions que ces mots lui avaient autrefois provoquées. Cette scène lui semblait familière. Ils avaient déjà eu cette conversation auparavant et à chaque fois, il revenait avec des promesses qu'il ne tenait jamais. Cependant, elle remarqua quelque chose de différent dans son ton, un désespoir qui n'y était pas auparavant. « Je ne comprends pas, Daniel. Nous sommes déjà passés par là et tu finis toujours par revenir au même schéma d'intermittence, » répondit-elle, le regardant avec fermeté. « Pourquoi devrais-je te croire cette fois ?» Daniel sembla se recroqueviller face à cette question. Il s'assit sur le canapé et regarda le sol, incapable de soutenir le regard d'Elisa. « C'est vrai, j'ai toujours été comme ça, et je n'ai jamais su comment changer. Mais cette fois, c'est différent. Ces mois ont été un cauchemar pour moi, Elisa. Je me suis rendu compte que je n'étais jamais allé si loin avec une femme qu'avec toi. À quoi fais-tu référence ?» demanda-t-elle, croisant les bras, maintenant une distance émotionnelle qu'elle n'avait jamais eue avec lui. « Je veux dire que mes relations ont toujours été éphémères. Les filles que j'ai connues s'éloignaient toujours, comme si elles s'ennuyaient de moi ou que je n'étais pas suffisant pour elles. Je n'ai jamais réussi à établir une connexion réelle comme celle que j'ai avec toi. C'est comme si je ne le méritais pas, avoua-t-il, sa voix se brisant à la fin de la phrase. Et avec toi, j'ai ressenti que je n'étais pas digne de toi. Chaque fois que tu essayais de te rapprocher davantage, je sentais que j'allais perdre le contrôle. Je ne savais pas comment le gérer et je m'éloignais. » Elisa le regarda en silence. Pour la première fois de tout ce temps, elle voyait en lui une personne pleine d'insécurité et de doute. Ce n'était pas l'homme sûr de lui qu'il prétendait toujours être, mais quelqu'un qui portait également ses propres peurs et barrières. « Alors, tu es en train de me dire que tout ce temps, tes allers-retours étaient parce que tu ne savais pas comment gérer ce que tu ressentais ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre ce qu'il disait. « À vrai dire, Ellie, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me donnait autant d'attention et d'affection que toi. Je ne savais pas comment gérer cela et, parfois, je pensais que je perdrais tout de la même manière que les autres relations se sont évaporées. J'ai toujours eu l'impression que si je m'impliquais trop, je finirais par être rejeté. C'est pourquoi je m'éloignais, dit-il, regardant au loin comme s'il cherchait les mots justes dans le vide. La confession de Daniel toucha quelque chose en elle, mais elle n'était pas encore sûre que cela changeait quelque chose. Ces paroles lui firent voir que, après tout, son intermittence n'était pas un simple jeu de manipulation, mais le reflet de ses propres peurs. Mais elle ne pouvait pas oublier le mal qu'il lui avait causé. « Daniel, ce que tu es en train de me dire n'est pas une excuse pour la façon dont tu m'as traité. Tu m'as laissé planter et tu as ignoré mes messages. Tu m'as fait sentir invisible. Je ne pense pas que ce soit juste que tu t'attendes à ce que, simplement parce que maintenant tu me dis tes raisons, tout soit bien, » dit-elle d'un ton ferme, gardant son calme. Il hocha la tête, conscient que ces mots ne suffiraient pas à réparer le mal. « Je le sais, Elisa, et je n'attends pas que tu me pardonnes immédiatement, mais je veux que tu me donnes une chance de prouver que cette fois, je peux changer. Je ne sais pas comment le faire, je me rends juste compte que j'ai besoin de toi, que je veux apprendre à construire quelque chose avec toi. » Elisa respira profondément, ressentant un mélange de tristesse et de compréhension. Elle savait que ses mots étaient sincères, mais elle était également consciente que seul le temps prouverait s'il était prêt à changer. « Cela ne fonctionnera pas si tu comptes seulement sur moi pour le résoudre, Daniel. Tu dois travailler sur toi-même. »« Je ne peux pas être celle qui porte tes insécurités, » répondit-elle, le regardant sérieusement. Il hocha la tête avec une expression qui montrait le poids de ses paroles. « Je le sais, et je suis prêt à essayer si tu me le permets. Je veux aller en thérapie avec toi. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je veux le faire. Je veux que nous puissions guérir cela ensemble et surmonter mes propres fantômes. » Elisa, surprise, l'observa en silence.
C'était la première fois qu'il se montrait vraiment disposé à affronter ses problèmes de manière honnête. Il savait que la décision n'était pas facile, mais il comprenait aussi que, s'il était prêt à travailler là-dessus, peut-être pouvait-il construire quelque chose de réel, quelque chose au-delà de l'intermittence et de la peur. Dans la salle de thérapie, la tension se faisait sentir dans l'air. Elisa et Dano s'étaient assis ensemble sur le canapé du bureau, observant chaque geste et réaction de l'autre, essayant d'interpréter ce que chacun ressentait, mais sans pouvoir trouver les mots appropriés. Devant eux, le thérapeute les observait attentivement, prenant des notes et laissant le silence initial servir d'espace pour que chacun respire, mettant de côté les émotions qu'ils avaient accumulées au fil des mois. Finalement, le thérapeute rompit le silence. « Bien, Daniel, pourquoi ne commences-tu pas par me dire comment tu te sens dans cette relation ?» demanda-t-il d'un ton serein et calme, lui permettant de s'ouvrir sans jugement. Daniel détournait le regard vers le sol. Il semblait embarrassé et nerveux, mais il commença à parler. « Je crois que j'ai toujours ressenti de la peur dans mes relations. C'est comme si, en commençant quelque chose avec quelqu'un, je savais d'avance que ça ne durerait pas. Et avec Elisa, je sens qu'elle est différente, mais chaque fois qu'elle se montrait intéressée, surtout quand elle était affectueuse, attentive, même lorsqu'il y avait un moment inconfortable d'intérêt physique, je voulais simplement fuir. » Le thérapeute observa avec un regard compréhensif et hocha lentement la tête. « Pourquoi crois-tu que tu réagis de cette façon lorsque Elisa montre de l'affection ?» Daniel prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient un peu. « Parce que, dans mon expérience, les femmes qui ont été avec moi ne me regardèrent pas de cette manière. J'ai toujours ressenti du rejet ou du jugement. J'étais habitué à ce qu'elles perdent rapidement l'intérêt pour moi ou à ce qu'elles ne veuillent plus être près de moi. » Elisa le regardait avec un mélange de surprise et de tristesse, réalisant qu'elle n'avait jamais imaginé la profondeur de ses insécurités. Dans ses yeux, Dano avait toujours semblé sûr de lui, mais maintenant elle voyait un homme qui avait passé une grande partie de sa vie à ressentir le rejet. Le thérapeute hocha de nouveau la tête, prenant quelques notes. « Ressens-tu que le rejet a été un élément constant dans ta vie ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque paternelle. Daniel déglutit et hocha la tête. « Oui, dans chaque relation que j'ai eue, l'histoire a toujours été la même. J'essayais de donner le meilleur de moi-même, mais elle finissait par perdre l'intérêt. Je ne savais jamais ce que je faisais mal, et cela me faisait sentir que je n'étais pas à la hauteur. » Le thérapeute le regarda avec empathie et réfléchit un instant avant de parler. « Il semble que tu aies assumé que le rejet est inévitable dans toutes tes relations, comme si c'était une condamnation. Mais je vais te dire quelque chose d'important. Chaque relation est unique, Daniel. Bien qu'il existe des schémas, tu ne peux pas supposer que chaque relation sera identique, car cela crée un cycle qui ne fait que perpétuer le même résultat. » Daniel le regarda un peu confus, mais hocha la tête. « Alors, tu es en train de dire qu'au lieu d'anticiper qu'Elisa va me quitter, je devrais me permettre d'expérimenter ce que c'est que d'être dans une relation saine, même si cela me fait peur ?» Le thérapeute sourit légèrement. « Exactement. Tu essaies de te protéger de la douleur en anticipant la fin trop tôt. En faisant cela, tu prives la relation de l'opportunité de se développer, et d'une certaine manière, tu sabotes quelque chose qui pourrait être différent et positif pour toi. » Elisa regardait Daniel, comprenant maintenant que son intermittence et ses réactions de rejet n'étaient pas un manque d'amour, mais une défense qu'il avait construite pour ne pas ressentir la même douleur encore et encore. C'était comme s'il s'éloignait pour essayer de prendre le contrôle d'une fin qu'il craignait, mais qui n'était pas encore arrivée. « Daniel, tu as mentionné que tu te sentais mal à l'aise lorsque Elisa se montrait affectueuse avec toi, même lorsqu'elle montrait un intérêt physique. Peux-tu nous expliquer pourquoi cela te faisait vouloir fuir ?» demanda le thérapeute, essayant d'approfondir le sujet. Dano haussait les épaules, visiblement mal à l'aise. « C'est que je ne suis pas habitué. Les rares fois où j'ai eu une partenaire, l'affection était quelque chose de limité, presque comme si ce n'était pas important. Et lorsque Elisa me montrait ce type d'attention, me faisait sentir comme si je ne le méritais pas. Je sens qu'elle est trop pour moi, que quelqu'un comme ça ne devrait pas être avec quelqu'un comme moi. » Elisa a ressenti un nœud dans l'estomac en entendant ces mots. Dans de nombreuses occasions, quand elle essayait de s'approcher ou de lui montrer de l'affection, elle sentait que Daniel se mettait sur la défensive ou que simplement son affection n'était pas la bienvenue.
Elle avait pensé qu'il ne s'intéressait pas à elle, ou qu'il ne la trouvait pas attirante. Mais maintenant, elle comprenait que, pour lui, recevoir ce type d'attention était quelque chose de complètement nouveau et inconnu. Quelque chose qui, loin de le réconforter, l'effrayait. « Tu sens que l'affection d'Elisa te confronte à une version de toi-même que tu ne crois pas mériter ?» a demandé le thérapeute. Daniela a senti qu'elle respirait profondément. « Oui, c'est ça. Quand elle me regarde de cette manière ou quand elle me cherche, je sens que je ne suis pas assez. Et alors, au lieu de me laisser aller, je préfère m'éloigner. C'est plus facile que de la décevoir. » Elisa a ressenti une douleur dans la poitrine. Elle avait cru que le désintérêt de Daniel à son égard était un signe de rejet. Mais maintenant, elle comprenait qu'il s'agissait de ses propres peurs et de sa capacité à comprendre ce que signifiait une relation saine. « Elisa, comment te faisait sentir cette réaction de Daniel ?» a demandé le thérapeute en tournant son attention vers elle. Elisa soupira, se remémorant toutes ces nuits où elle s'était sentie invisible. « La vérité, c'est que cela me faisait me sentir indésirable, comme si je n'étais pas assez. Je pensais qu'il ne s'intéressait pas à moi ou que je commettais une erreur. J'ai même fini par douter de moi-même. » Dan a regardé avec une expression de regret, réalisant l'impact que sa propre peur avait eu sur elle. « Ce n'était pas mon intention de te faire sentir ça, Ellie. Je n'ai jamais voulu que tu penses que tu n'étais pas assez. C'est juste que je ne sais pas comment réagir quand quelqu'un comme toi me donne autant d'attention. » Le thérapeute a hoché la tête, saisissant le cœur de la situation. « Daniel, une partie de ce processus sera d'apprendre à accepter l'affection d'Elisa sans sentir que tu dois fuir. Tu ne peux pas construire une relation basée sur les peurs du passé. L'idée que chaque relation est unique est précisément pour que tu comprennes que cette histoire n'a pas à se terminer comme les précédentes. » Daniel a lentement hoché la tête, comme s'il commençait à comprendre le poids de ses mots. « Donc, tu penses que je peux m'habituer à être dans une relation saine? Parce que, honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. »« C'est un processus, » a répondu le thérapeute. « Mais je suis sûr que tu peux apprendre à voir Elisa comme une partenaire et non comme quelqu'un qui va inévitablement te quitter. Il s'agit de construire ensemble, sans peur et sans hâte. Elisa est ici avec toi et elle est prête à marcher à tes côtés. » Elisa a senti son cœur se remplir d'espoir. Cette fois, elle savait que Daniel était prêt à vraiment essayer. L'histoire d'Elisa et Daniel nous offre une puissante réflexion sur la croissance émotionnelle et la capacité de changement que l'amour peut inspirer en une personne. D'un point de vue psychologique, la figure d'un homme sain ne se limite pas à quelqu'un qui a évité la douleur ou les blessures, mais représente celui qui a travaillé sur ses traumatismes et ses peurs, qui, après avoir affronté ses démons, parvient à devenir une personne complète et capable de construire une relation saine. Le chemin que Daniel a emprunté pour guérir et finalement devenir cet homme sain est un processus complexe. Mais la réaction d'Elisa, prenant de la distance et établissant des limites, a été ce qui a catalysé cette transformation. Dans ces mois de distance, Elisa a fait en sorte que Daniel ressente la peur réelle de perdre quelqu'un qu'il aimait. Il ne s'agit pas simplement de générer de l'insécurité chez l'autre, mais de lui montrer l'importance d'établir des limites et le respect de soi. Elisa, en privilégiant son bien-être, a envoyé un message de valorisation de soi, montrant qu'elle ne serait pas prête à tolérer un lien qui la laisserait en second plan ou qui continuerait dans un cycle toxique. En prenant ces mesures, elle a prouvé que le véritable amour repose sur le respect mutuel et la volonté de chacun d'améliorer les choses. Dans l'analyse de Rolando Goicoechea, un homme blessé qui n'a pas guéri ses traumatismes ne peut pas offrir un amour plein et constructif. Daniel, dans ses rencontres et ses désaccords avec Elisa, projetait ses blessures de rejet et a engendré des difficultés dans leur relation. Ces insécurités constituaient une barrière l'empêchant de se connecter profondément car il était prisonnier de la peur constante d'être abandonné à nouveau. Mais en confrontant cette peur, il a réalisé qu'il devait, plus que jamais, travailler sur lui-même pour pouvoir offrir à Elisa l'amour et la stabilité qu'elle méritait. L'importance de ce processus de guérison. Cela réside dans le fait qu'Elisa n'a pas été simplement une thérapeute émotionnelle pour Daniel, mais une inspiration pour qu'il prenne la décision de guérir par lui-même. Pour Goicoechea,
Un homme véritablement sain et réparé ne cherche pas à ce que sa partenaire guérisse ses blessures, mais prend le contrôle de son processus de guérison et devient capable d'offrir de l'amour sans peur ni dépendance. C'est ce que Daniel a finalement compris, que pour construire une relation vraie et durable, il devait faire face à ses propres peurs. En réalisant la possibilité réelle de perdre Elisa, Daniel a ressenti un tremblement émotionnel, une panique qui l'a conduit à voir qu'il ne pouvait plus continuer à fuir ses problèmes. La détermination d'Elisa à donner moins dans la relation et à établir des limites a été ce qui l'a finalement poussé à rompre le cycle d'intermittence. L'absence d'Elisa lui a donné l'espace nécessaire pour réfléchir à ce qu'il voulait réellement, l'amenant à une profonde introspection qui l'a aidé à identifier et à comprendre les racines de ses insécurités. Un aspect fondamental de ce processus est le pouvoir du respect de soi et la valeur qu'Elisa a montrée en se retirant. De cette posture, Elisa a renforcé sa propre estime de soi et a appris à Daniel que l'amour ne doit pas être conditionné par des comportements intermittents. En adoptant cette attitude, elle lui a montré qu'une relation a besoin de la volonté des deux partenaires pour prospérer et que la peur de perdre quelqu'un ne doit pas être manipulée, mais canalisée vers la croissance et l'amélioration personnelle. L'histoire démontre que lorsqu'une personne établit des limites et fait un pas en arrière, l'autre est obligé de se confronter à lui-même et, s'il est vraiment courageux, à effectuer le travail intérieur nécessaire. Dans ce cas, Daniel a commencé à voir que son schéma de rejet et de peur n'était pas seulement un obstacle à la relation, mais un empêchement à son propre développement personnel. Cela reflète également le principe de Goïko-Echea sur l'homme qui se reconstruit par amour, comprenant que sa guérison n'est pas une faveur envers sa partenaire, mais un acte d'amour-propre. L'intervention du thérapeute a également apporté une nouvelle perspective à la situation de Daniel, en lui montrant qu'il était piégé dans un cycle de rejet auto-imposé. Le thérapeute l'a aidé à comprendre que ce schéma n'était pas un reflet de ses relations actuelles, mais d'un traumatisme qu'il perpétuait lui-même. Daniel, en entendant que chaque relation est unique, a compris qu'il projetait ses échecs passés dans sa relation avec Elisa, incapable d'accepter que cette fois, l'histoire pourrait être différente. La guérison et la décision de changer que Daniel a prise n'étaient pas seulement importantes pour lui, mais constituaient un véritable acte d'amour envers Elisa. En travaillant sur lui-même, il construisait une relation plus saine et stable pour tous les deux. Cela renforce l'idée que le véritable amour ne repose pas sur des mots ou des promesses vides, mais sur des actions significatives qui démontrent l'engagement envers le bien-être de l'autre. Dans le cas de Daniel, sa détermination à guérir et à s'améliorer lui a permis de devenir l'homme sain dont Elisa avait besoin. Un homme blessé peut créer un lien, mais il aura du mal à construire une relation pleine et authentique sans avoir d'abord travaillé sur ses propres conflits internes. En changeant par amour pour lui-même et pour Elisa, Daniel se débarrassait de la version de lui-même qu'il avait maintenue piégée dans le rejet et l'insécurité. Ce changement lui a non seulement permis de se connecter avec Elisa d'une manière nouvelle et plus honnête, mais lui a aussi donné l'occasion de vivre une relation authentique, libérée de l'ombre du passé. Pour Elisa, le changement de Daniel représentait également une leçon d'auto-valorisation. Elle a compris qu'elle méritait une relation où elle se sent respectée et appréciée dans son intégralité. La distance qu'elle a prise a non seulement eu un impact sur Daniel, mais lui a également donné l'espace pour redécouvrir sa propre valeur. En voyant que Daniel était prêt à travailler sur lui-même, Elisa a trouvé la certitude que sa décision avait été la bonne et que ses limites étaient la base d'une relation saine. Tout au long du processus, ils ont appris que l'amour véritable demande des efforts, mais surtout qu'il requiert que chacun soit complet en tant qu'individu. Goïko-Echea mentionne qu'un homme sain est quelqu'un qui a affronté ses propres ombres et en est sorti renforcé, et c'est exactement ce que Daniel était en train de faire. Elisa, de son côté, apprenait également que l'amour sain ne signifie pas sacrifier tout pour l'autre, mais qu'il se construit sur le respect mutuel et la volonté des deux. En fin de compte, l'histoire d'Elisa et de Daniel nous montre que le véritable acte d'amour est celui où chacun, de son propre chef, travaille sur lui-même pour devenir de meilleurs compagnons. L'amour est une force qui peut guérir, mais seulement si nous sommes disposés à guérir pour nous-mêmes et non par l'attente de changer l'autre. Pour Daniel,
Cela signifiait apprendre à accepter l'affection d'Elisa. Pour Elisa, cela signifiait comprendre que sa valeur ne dépend de personne d'autre. Quand Daniel a finalement décidé d'affronter ses insécurités et de s'engager à changer, il était non seulement en train de guérir par amour pour Elisa, mais surtout par amour pour lui-même. Cela est ce que Goiko Ekea définit comme la transformation d'un homme blessé en un homme sain. Quelqu'un qui, en reconnaissant ses effets, travaille sur eux pour construire quelque chose d'authentique. Dans ce cas, Daniel est devenu quelqu'un qui non seulement pouvait aimer véritablement, mais qui était aussi digne d'être aimé. T'es-tu déjà senti piégé dans une relation où tu sens que tu donnes tout, mais que tu reçois très peu en retour? Ou peut-être t'es-tu découvert en répétant des schémas d'insécurité et de peur de l'abandon, permettant à d'autres de dicter ta valeur? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Ce dont tu as besoin pour transformer cette situation et vraiment faire trembler n'importe qui par la peur de te perdre, c'est quelque chose de plus profond et puissant, une estime de soi équilibrée et un amour propre solide. Ce sont les fondations qui non seulement soutiennent tes relations, mais qui te protègent aussi et te font reconnaître la valeur que tu as. Pour réaliser un changement réel dans ta vie amoureuse et personnelle, travailler sur ton amour-propre n'est pas une option, mais une nécessité. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.